Bonjour à tous. Alors, il y a quelques aléas dans la vie, malgré cette société de l'algorithme et de la rationalisation. Deux invités, Olivier Houllier et Isabelle Queval, qui devaient être là, ne sont donc pas présents. Et c'est bien dommage, mais néanmoins, nous avons la chance d'avoir Léa Piersman-Pujol et Mathieu Tordeur. Alors, avant de donner la parole, en fait, je vais me contenter de faire simplement une présentation avec un petit propos liminaire et chacun d'entre eux vous présentera ses projets. Ce sera la formule revisitée justement de cet espace de parole. Alors, avant de donner la parole à Mathieu et à Léa, et à la lumière de ce qui a été dit notamment ce matin, nous allons à nouveau nous écarter du concept premier de conquête, le concept de domination et d'appropriation. Conquête territoriale et spatiale. Nous allons partir à la conquête du soi et j'ai envie de dire à la conquête aussi du nous. Parce que pour espérer construire une société plus apaisée, on pourrait réfléchir à ce concept de conquête pour une civilisation de l'empathie, pour un hyperhumanisme, comme le définit si bien Joël de Ronet. C'est une façon de penser aujourd'hui qui semble urgente. Une civilisation de l'empathie dans une société de la compétition acharnée permanente est-elle envisageable? Et si oui, comment la construire? Comment imaginer une éducation à la coopération, à la coopétition? Comment devenir maître de soi sans vouloir pour autant être maître du monde? Comment s'accomplir sans nécessairement se dépasser? L'école, plus communément, et parfois les grandes écoles, ne nous prépare-t-elle pas plus à la domination d'autrui qu'à la conquête de nous-mêmes? Doit-on enseigner la solidarité comme le souhaite Edgar Morin? Doit-on se désintoxiquer, comme nous y invite Michel Serres, de la question envahissante du qui va gagner? Doit-on conquérir le corps, l'augmenter, l'hybrider, malgré la magnifique éloge du centaure faite ce matin, jusqu'à sa propre disparition? Alors, une question simple qu'on pourrait se poser à présent et que je poserai à Léa et Mathieu, est-ce que la sagesse ne serait pas la nouvelle conquête qu'il nous faudrait entreprendre? Alors, je vous présente plus précisément Léa et Mathieu. Alors, on va commencer par Léa, honneur aux dames. Directrice adjointe d'éthique, la grande école de l'Internet, fondatrice de Carte Blanche, un espace de réflexion pour donner du sens au travail et une finalité à l'éducation. Léa, vous avez également créé l'école de la philanthropie et participé à la création de la chaire Edgar Morin de la complexité à l'ESSEC. Mathieu Tordeur, l'homme qui voulait devenir Tintin et qui a brillamment réussi, est aventurier, membre de la Société des explorateurs, réalisateur et auteur de documentaires. Donc je citerai Objectif Pôle Sud, qui sera diffusé justement ce 17 juin prochain sur Ushuaïa TV. Microcrédit en 4L, un 52 minutes qui a reçu le prix spécial Ushuaïa TV. Et un ouvrage, 4L, un tour du monde du microcrédit aux éditions Magellan et compagnie. Donc on a décidé que Léa prendrait la parole pour nous faire part de son magnifique projet d'éducation, d'enseignement, avec une idée maîtresse, le réveil des potentiels. Alors Léa, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là, 4 ans plus tard. Donc merci beaucoup, Véronique, pour l'invitation. Je vous avoue, je suis rentrée en France après 3 années aux États-Unis, où je suis partie pour un double diplôme à l'origine entre Harvard en sciences politiques et le MIT pour mon MBA. Et le départ avait été un peu complexe, parce que plonger face à un nouveau type de société, à un nouvel univers, je ne quitte jamais vraiment l'école. D'ailleurs, mon cher papa se demande si j'aurai un vrai job un jour. Et puis, le retour en France a été peut-être tout aussi complexe. Tout aussi complexe parce que j'ai la chance aujourd'hui de diriger une institution d'éducation supérieure qui s'appelle Éthique et qui, j'ose le dire, porte très bien son nom. Donc, Éthique, ça a été la première école de technologie créée en France il y a 18 ans sur un concept assez innovant, même à l'époque,
qui était celui de la pluridisciplinarité. Alors concept que j'ai beaucoup travaillé aux côtés d'Edgar Morin à l'ESSEC, mais il est vrai qu'il est plus rare dans l'environnement des écoles, notamment quand elles parlent de technologie. Alors à Ethic, il y a de la tech, du design et du business. Nous formons des jeunes à des diplômes de niveau bachelor, donc Bac+3, master et des programmes d'executive education, donc surtout pour des gens en reconversion professionnelle. Et depuis que j'ai commencé à assumer ces nouvelles fonctions à Ethic, donc à partir d'octobre en tant que directrice générale adjointe, et puis j'ai eu la chance de devenir la directrice de l'établissement en janvier, je dois dire que je suis un peu perplexe pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand on parle du dépassement de soi, mes étudiants me disent « Madame, cette semaine, je n'ai pas monté de niveau ». Je dis, monsieur, vous me parlez de votre jeu vidéo? La différence entre un temps long et un temps court est trop compliquée à appréhender. Et donc, effectivement, ils parlent de la réalité, ou peut-être pas, parce qu'ils ne savent plus vraiment. Et parce qu'aussi, elle leur fait peur. J'ai été perplexe parce que depuis le début de l'année, et je crois que ça restera ma plus belle réalisation, cette année scolaire, c'est d'avoir permis à environ 4 ou 5 jeunes de ne pas commettre l'acte irréparable et de laisser tomber. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont brillants, pleins d'avenir, qu'ils comprennent les technologies mieux que personne, qu'ils ont l'envie de se dépasser, d'aller au-delà d'eux-mêmes, mais qu'ils ne savent plus vraiment pourquoi, qu'ils n'ont plus vraiment de rôle modèle, et qu'ils ne font plus trop cette différence dont je parlais entre la réalité et le monde virtuel, dans lequel finalement ils préfèrent évoluer. Alors quand ils laissent tomber, ça donne lieu à un décrochage, à un manque de sommeil, à une anorexie, à une dépression. Et donc de voir ces jeunes, qui ont à peine 20 ans, laisser tomber, ça a été particulièrement choquant pour moi. Et c'est là que la notion de dépassement de soi est mise en question. Est-ce que le dépassement de soi aujourd'hui, c'est de se tourner vers le plus profond de soi? Et donc effectivement, comme vous le disiez, de revenir à la nature même de qui l'on est? Et le savent-ils? Ont-ils été invités à se lancer dans cette quête? Ou est-ce que le dépassement de soi, c'est effectivement d'aller vers les autres, d'en faire quelque chose et de répondre à la question, non pas du pourquoi, c'est-à-dire d'où je viens, mais du pourquoi, vers quoi allons-nous? Donc ces étudiants, dans cet univers assez complexe, avec l'ensemble de ces questions vis-à-vis d'eux-mêmes, de leur futur, de leur entourage, de leur éducation, bon, il y a quand même plein de choses positives à Ethic, hein, je ne veux pas trop plomber l'ambiance. Ils m'impressionnent. Ils m'impressionnent au quotidien parce qu'au-delà de ça, finalement, ils ne laissent jamais tomber. Et ils ne laissent jamais tomber. Et on a mis en place à Ethic plusieurs outils, plusieurs moyens de les révéler. Et donc effectivement de révéler ce potentiel, d'abord à eux-mêmes, ensuite à leurs pairs, parce que la reconnaissance, c'est là qu'elle commence et c'est là qu'elle est très importante, et puis ensuite aux yeux du monde. Alors quelques outils dont je peux parler. Le premier, c'est un concept que j'avoue, j'ai emprunté du MIT, que j'ai trouvé formidable, qui s'appelle l'Independent Study. L'Independent Study, c'est que souvent, vous savez, vous allez au boulot, et puis en fait, ce qui vous motive vraiment, c'est le projet que vous faites à côté à la sortie ou le week-end. À l'école, c'est pareil, vous allez en cours, vous traînez des pieds. Par contre, l'association, où vous vous engagez dans votre activité sportive, ou donner des cours de mentorat à des plus jeunes, ça vous porte vraiment. Simplement, voilà, que ce soit dans votre travail ou à l'école, ce n'est jamais vraiment reconnu. Mais à Ethic, ça l'est. Et donc cette année, nous avons eu 40 étudiants qui se sont engagés dans différents types de projets. Ce sont eux-mêmes qui ont fixé leurs objectifs, qui les ont atteints et ils ont présenté donc les résultats de leurs travaux à la fin de l'année devant l'ensemble de l'équipe administrative. Mon équipe, a redécouvert ces étudiants sous un jour nouveau. Et on découvre un étudiant qui, en 2e année,
travaille en fait avec une artiste de renommée internationale, lui a fait son site, gère tous ses réseaux sociaux, a créé son modèle et sa structure d'opération business, et avec des langages de code qu'il n'a toujours pas appris à l'école. Et pourtant, le projet est là, il s'est révélé et il évolue tous les soirs dans l'univers de l'art parisien. Donc de donner les moyens au travers de cette Independent Study à chacun de montrer ce qu'il sait faire, ce qui l'intéresse et qui il est vraiment. Au-delà, et je vous l'avoue, je leur dis aussi, je me fiche un peu des points en plus sur la moyenne. Par contre, de donner cette reconnaissance-là et cette possibilité d'expression, ça a été un vrai départ pour eux cette année. Un autre projet, puis je m'arrêterai là parce que j'ai très envie d'entendre parler de Tintin, ça a été celui du S2S. Alors, on parle beaucoup en ce moment du peer-to-peer. J'imagine que tout le monde est familier de ce concept. C'est quand on se forme et on partage des contenus éducatifs d'un humain à un autre. Eh bien, on considère souvent que le moment ultime d'acquisition de compétences est lorsqu'on est capable de transmettre à autrui. Et je ne vois pas pourquoi il en serait autrement que dans un environnement pédagogique. Et donc finalement, on a mis en place une nouvelle règle qui est que chaque étudiant d'éthique n'obtiendra pas son diplôme s'il ne l'a pas lui-même enseigné. Alors sur ce qu'il veut, mais il sera évalué dans sa capacité à structurer l'information, à la présenter, à aller la chercher, peut-être en créer de nouvelles, et puis à la transmettre à d'autres. Et c'est de là que vient donc notre concept de student to student. Et on a la chance d'être dans une école de développement technique, en partie, de designers et de personnes qui savent très bien coordonner des projets et leur trouver des business models associés. Donc nos étudiants ont mis en place une plateforme qui s'appelle Swap et qui permet à l'ensemble des étudiants de l'école de s'auto-organiser pour les cours de soutien, des cours de mentorat aux plus jeunes qui voudraient rejoindre éthique à un moment donné, et également de faire du reverse mentoring et donc de collaborer avec des professionnels de nos entreprises partenaires pour les former. Donc ce sont deux exemples qui ont été portés par les étudiants, qui permettent de révéler une vraie nature et qui font ces deux choses-là, c'est-à-dire leur permettre de se connaître eux-mêmes, d'aller au plus profond d'eux-mêmes et en même temps d'avoir un regard sur la société et de pouvoir avoir un impact. Je vous avoue que je continue de questionner le dépassement de soi, voire même juste la définition de soi au quotidien. Et je terminerai par une question que je me pose et que vous vous posez aussi peut-être. Nos données personnelles sont bien concrètes, bien réelles. Nous sommes là. Mais nos données sont aussi ici. Et donc le dépassement de soi, notre nouveau nous, ne doit plus forcément uniquement prendre en compte la personne et ce que nous faisons, mais également toutes ces ramifications sur les réseaux et sur le web. Comment est-ce que nous allons gérer ce dépassement de nous-mêmes là ? Merci Léa. Alors Mathieu, c'est à toi de nous faire part de tes aventures, nous les faire partager. Quand j'étais petit, on s'entend ? Oui. Quand j'étais petit, moi je voulais devenir Tintin. Alors pas tellement pour son côté héroïque ou justicier, mais plutôt pour son audace et son côté grand voyageur. Alors moi je lisais en fait les bandes dessinées de Tintin et Milou avant même de savoir lire. J'étais pas en CP que j'avais les BD de Tintin et Milou dans les mains. Et je suis sûr que vous les avez lus comme moi, mais Tintin c'est un personnage qui se balade aux quatre coins du monde. Il va en Égypte, il va en Inde, il va au Pérou, ils vont même sur la Lune. Et moi le fait de découvrir ce personnage se balader aux quatre coins du monde, ça a fait naître en moi, je crois, un irrésistible désir d'aventure, de voyage et de découverte très jeune. Et donc au fur et à mesure, quand j'ai grandi avec cet imaginaire, j'ai voulu partir à l'aventure par mes propres moyens, finalement. Et donc j'ai découvert l'aventure juste après mon bac, où je suis parti traverser une partie de l'Europe de l'Est à vélo, quand j'avais 18 ans. Et ça a été un petit peu le départ de tout, parce que cette expédition, cette aventure à vélo, ça m'a donné envie d'en faire encore plus, parce que je suis parti à 18 ans sans avoir vraiment d'entraînement sportif particulier, parce que j'avais jamais fait plus de 25 km d'affilée à vélo. En revanche, j'avais cette envie, cet enthousiasme, cette curiosité d'aller voir le monde de mes propres yeux, par moi-même. Et puis, advienne que pourra, j'ai emprunté un vélo et je suis parti de Budapest en Hongrie jusqu'à Istanbul en Turquie.
Et j'étais très fier en fait de me lancer dans cette aventure parce que je sortais enfin de seulement les récits d'aventures, de voyages que j'avais pu lire, de Tintin, et je vivais moi ma propre aventure. Et je me souviens, c'était pas évident parce que c'était un été où on avait, moi j'avais mes amis, mes copains d'enfance qui étaient tous dans une maison de vacances en Bretagne. Et moi je me souviens, j'étais tout seul sur mon vélo sous la pluie à pédaler vers l'Asie, vers Istanbul. Il n'y a pas de moment de pause. Et la difficulté, c'était de garder un petit peu justement cette motivation intacte quand tous mes copains étaient en train de se marrer en Bretagne. Et la fierté que j'avais en arrivant à Istanbul, c'est que j'avais osé justement me lancer, passer ce pas et partir moi-même à l'aventure. Donc cette aventure à vélo en Europe de l'Est, ça a été assez déterminant dans la suite de mon parcours, parce que maintenant j'ai 27 ans, ça fait 10 ans que je pars à l'aventure à droite à gauche en multipliant les moyens de transport. Je suis un spécialiste de rien. J'ai fait un peu de kayak, un peu de stop, un peu de moto, un peu de 4L, un peu de ski. Et je vais vous parler de ma dernière aventure qui était en Antarctique. Je suis revenu d'Antarctique il y a 4 mois. Mon expédition, elle était en solitaire, sans assistance, c'est-à-dire sans voile de traction, sans chien de traîneau, sans véhicule à moteur, donc uniquement à la force des jambes et des bras. Et elle était sans ravitaillement. Sans ravitaillement, ça veut dire qu'il n'y avait pas de nourriture qui était disposée sur la route. La route, c'était de la côte du continent antarctique jusqu'au pôle sud. C'était une distance qui faisait environ 1150 km de long. Pour vous donner une idée, c'est la distance à vol d'oiseau entre la Corse et Calais. Et cette aventure-là, donc je l'ai faite en 51 jours, de novembre 2018 à janvier 2019. En arrivant au pôle, je suis devenu le premier Français et le plus jeune au monde à réaliser ce genre d'expédition. Et ce qui était intéressant dans cette expédition, à mon sens, et c'est, je pense, un peu la raison de ma présence cet après-midi, c'est que c'était une vraie aventure à la rencontre de soi. Dans le sens où le continent antarctique, en tout cas le centre du continent, c'est un continent qui est très désert. Il n'y a pas d'animaux. Les seuls animaux qui vivent en Antarctique, ils sont sur la côte du continent. Ces animaux marins, mais sur le centre du continent, il fait tellement froid qu'il n'y a aucune faune, aucune flore qui peut vivre et survivre. Et donc dans ces conditions, à moins 40 degrés, dans un environnement très stérile, où c'est très blanc, il y a très peu de couleurs, très peu de stimulation sensorielle, il n'y a pas d'odeur non plus, eh bien il faut avoir une certaine vie intérieure pour continuer de mettre un ski devant l'autre quand tout est un peu contre soi. Cette année, je ne sais pas si vous le savez, mais il a fait très chaud en Antarctique. Ce qui veut dire qu'il a beaucoup neigé. Le fait qu'il neige, c'est pas normal. Le continent antarctique, c'est censé être le continent le plus sec du monde. Et là, cette année, moi, je me suis retrouvé avec 40 ou 50 cm de neige fraîche, de neige poudreuse sous mes skis. Et quand on tire un traîneau qui pèse 115 kg, ce qui fait 1,5 fois mon poids jusqu'au pôle sud, et que le traîneau et les skis s'enfoncent dans cette poudreuse, eh bien, on est beaucoup plus lent que prévu. Donc, c'était une aventure qui s'est pas passée comme je l'imaginais, parce qu'il a fallu trouver des solutions pour continuer à avancer. Mais je le disais, c'est aller à la rencontre de soi. Moi, mes aventures précédentes, comme celle à vélo ou un tour du monde en 4L pour promouvoir la microfinance, et je suis ravi de voir des gens avec qui j'ai pu collaborer sur cette aventure. Ça, c'était des aventures à la rencontre des autres, parce que j'étais en contact avec d'autres personnes. Il y avait toujours un fil rouge, on faisait des rencontres. Donc à la rencontre des autres, à la rencontre du monde. Là, en Antarctique, j'étais tout seul. C'était mon choix. Ma motivation dans cette aventure, c'était d'abord de voir ce continent antarctique de mes propres yeux, de le fouler, le sentir, le toucher, le ressentir, parce que j'avais cette attraction un peu irrationnelle, un peu irrépressible pour ce continent. Mais la deuxième, c'est que je voulais vraiment faire l'expérience de la solitude. C'est-à-dire que j'avais fini mes études, je suis diplômé de Sciences Po là, depuis le mois de juin. Et pour moi, faire un pas de côté à cet âge-là, juste à la fin de mes études, c'était le bon moment. C'est-à-dire que je trouve que la solitude aujourd'hui, elle est quasiment devenue une forme de luxe. Et moi, je voulais prendre le temps vraiment de l'introspection, de la contemplation. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai choisi de partir tout seul. Je crois que si on m'avait et j'en suis sûr d'ailleurs, si on m'avait proposé de partir, si quelqu'un m'avait proposé de partir avec moi, j'aurais refusé. Moi, la vraie motivation, c'était de vivre cette expérience de la solitude, reconnecter un petit peu, se reconnecter avec l'espace et le temps. C'est-à-dire que moi, je me déplaçais entre 1,5 et 3 km par heure pendant 51 jours. Aujourd'hui, on va à l'autre bout du monde en 24 heures d'avion. Moi, j'ai passé 51 jours à marcher à un rythme de 2,3 km par heure, je crois. Et c'était vraiment ça que je cherchais, c'est de me reconnecter à l'espace et au temps et à la nature et aussi à moi-même. Donc on dit à la conquête d'un autre soi. Moi, c'était vraiment aller à la rencontre de soi parce que tous les jours, on doit composer avec la météo qui était capricieuse. Quand on ouvre le zip de sa tente, eh ben, on a du blanc partout. Il faut trouver justement la motivation de remettre ses chaussures de ski pour continuer à avancer. Et ça a été très vrai cette année parce qu'on était 7 expéditions en solitaire cette année. Il n'y en a jamais eu autant en Antarctique, c'était un peu un hasard.
Et finalement, on n'est que 2 à être arrivés au pôle sud. Et moi, j'étais pas le plus fort, le plus musclé, le plus entraîné de tous, parce que parmi les 7, il y avait des personnes qui avaient fait l'ascension de l'Everest sans oxygène. C'est que 2% des ascensions tous les ans. Donc c'est vraiment des gens qui sont très préparés. En revanche, peut-être que moi, je rêvais plus fort du pôle sud que les autres, parce que j'ai réussi à trouver des solutions pour rassembler cette motivation tous les matins, pour remettre mon rêve de pôle sud à la surface, parce que c'est ça la difficulté, c'est de garder cet objectif et de remettre le rêve à la surface quand tout est contre soi. Alors moi, la manière dont je fonctionnais, c'était avec des mini-objectifs, c'est-à-dire que je pensais à la journée présente, j'essayais de me concentrer sur quoi je pouvais avoir une influence, c'est-à-dire que je me concentrais sur ma foulée, sur mon alimentation, sur la gestion de ma fatigue, de mon effort, et j'essayais de mettre de côté la mauvaise météo, le brouillard blanc, l'état de la neige qui était mauvais. Donc c'était ça qui m'a permis d'avancer, et c'était quelque chose que j'ai découvert sur place et que je me suis découvert parce que je ne savais pas que j'étais capable de mettre en place une stratégie aussi militaire qui m'a permis d'atteindre le pôle avec un tout petit peu de nourriture restante, mais quand même dans la limite des 50 jours que je m'étais fixé. Merci. Merci Éloi de nous avoir laissé un petit peu plus de temps, parce que dans toute cette journée-là, la part de rêve était peut-être pas aussi conséquente, et je pense que là, on vient d'en vivre un avec Mathieu et Léa aussi. Ça aurait vraiment été dommage de ne pas l'entendre jusqu'au bout, effectivement, Mathieu et Léa. Merci beaucoup.